Bonjour à toutes et à tous, c'est Roller et Vélo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de la Forerunner 970 ainsi que mes premières impressions. Déjà, je peux vous dire un grand merci parce que j'ai cette montre-là, la Garmin 970, en plus d'avoir la Coros Vertix 2S. Tout ça, c'est grâce à vous et grâce au fait que vous passez par mes liens traqués pour acheter les montres, les compteurs ou toute autre chose, ce qui fait que j'ai gagné assez d'argent pour me permettre de garder cette montre-là en plus de celle-ci, ce qui va me faciliter les comparaisons entre montres, notamment au niveau des traces GPS, ainsi que des courbes cardiaques entre les cardio-optiques ici et les ceintures cardiaques en la gardant sur une montre qui est beaucoup plus simple lorsque je vais faire mon sport plutôt que d'emmener mon téléphone qui est en général bien gros et bien chiant à transporter. Et si ça continue comme ça, eh bien je vais pouvoir avoir plusieurs marques, notamment Suunto par exemple, et continuer à faire un maximum de comparaisons avec 2, 3, 5 traces ou graphiques au niveau des cardio. Et comme c'est grâce à vous, j'avais fait un sondage sur ma chaîne YouTube pour tout simplement que vous choisissiez entre la nouvelle montre à tester, entre la Garmin Venue X1 et la Forerunner 970, qui étaient les deux montres les plus intéressantes à tester. Alors j'aurais pu mettre la 570, mais je l'ai complètement oublié parce que moi il me faut une montre avec une carto, je peux plus faire sans carto, c'est vraiment trop bien ce truc. J'essaierai d'y penser la prochaine fois, mais voilà, comme c'était grâce à vous, je vous ai laissé le choix et vous avez choisi la 970. Donc si jamais vous voulez participer au prochain sondage lorsque je pourrai tout simplement tester une montre et que vous voulez avoir le choix de la montre à tester la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne déjà, comme ça vous serez au courant des sondages et évidemment des vidéos qui sortent. C'est mine de rien grâce à ça que j'ai pu déjà en arriver là et n'hésitez pas à continuer à partager tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Un deuxième remerciement à mon collègue Nakan CH, je dis collègue mais bon il me connaît pas et c'est un bien plus gros youtubeur que moi, mais qui a tout simplement créé un outil qui permet de faire des comparaisons entre les données cardiaques, de distance, d'altitude ou des traces GPS avec deux traces sur une même carte. Grâce à ça, ça va rendre les choses beaucoup plus simples pour vous comparer les différentes traces GPS ou les différents graphiques, parce que passer d'une page à une autre, c'était extrêmement chiant. Là, je vais tout avoir sur le même graphe, ça va être beaucoup plus parlant. Je vais pouvoir vous montrer les écarts beaucoup plus facilement et ça va rendre le tout beaucoup plus pro. Encore merci à toi NakanCH, je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais tu es d'une très grande aide. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, parce que ses tests sont excellents également. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, ça lui fera extrêmement plaisir. Il le mérite largement. Bien, on va maintenant passer sur le bureau, parce que ce qui nous intéresse, c'est la montre, la 970. Je vous dirai déjà à la fin de cette vidéo ce que j'en pense, est-ce que oui ou non je vous la recommande. Et bien entendu, je vous prépare un test beaucoup plus complet, lorsque j'aurai fait beaucoup plus de séances de sport et différents types de séances, que ce soit du foncier, du fractionné, du sprint ou autre, parce que là, je n'ai fait qu'une seule séance. Ce qui me permet déjà de me faire un premier avis tout de même, mais bon, il faudra beaucoup plus de séances pour vraiment avoir un avis définitif et un test bien complet. Allez, sur ce, j'ai assez parlé dans cette intro, on se retrouve tout de suite sur le bureau. Ok, nous voici sur la montre qui est juste ici. Alors, je vais pas vous donner toutes les caractéristiques. Tout simplement, il y en a beaucoup trop. Je vous mets un lien dans la description qui va vous amener vers le site Garmin qui vous liste toutes les caractéristiques de cette montre. Je vous donne rapidement les principales. On est sur un écran OLED de 1,4 pouces. On est sur un cerclage en titane au niveau de la lunette, pardon. Et on est sur un écran Saphir. On est en train de retrouver toutes les caractéristiques hardware tout simplement de la Phoenix 8. Au niveau du capteur optique, on est sur la dernière génération avec le CG. On retrouve également maintenant la lampe de poche propre au Phoenix également. Voilà. Donc si jamais vous voulez repérer dans la nuit, vous pouvez maintenant. On a évidemment le tactile en plus des 5 boutons habituels. On a évidemment la puce double fréquence et multibande avec le GPS, le GLONASS, Galileo, etc. Et le mode Salt IQ qui est le mode automatique entre le mode GPS seul, multi-GNSS, multibande. On a l'altimètre barométrique, on a le compas, la boussole, etc. Bref, on a tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister les différences avec la Forerunner 965 qui sera l'une de ses plus grosses concurrentes en fait. En plus de la Suunto Race et de la Coros Space Pro.
Au niveau hardware, on a le capteur de 5e génération avec l'ECG, on a le micro et le haut-parleur également, hérité de la Phoenix 8, donc la lampe torche LED qu'on n'avait pas également sur la 965, le verre en saphir et le titane également. La montre est un petit peu plus fine de 0,3 mm, bon c'est pas grand chose, et elle est plus lourde de 4 grammes, elle passe à 56 grammes. Et au niveau de l'autonomie, on a quelques variations, sur certains modes c'est plus, sur d'autres modes c'est moins, mais bon, ça se joue à pas grand chose. Au niveau logiciel, la cartographie est plus claire apparemment. On peut maintenant afficher 4 champs de données Connect IQ dans les écrans de données lorsqu'on fait du sport. On a 15 nouveaux profils sportifs. On a la mesure du trouble de la respiration pendant le sommeil. On a le rapport en soirée en plus du rapport matinal. Évidemment, on a les fonctions qui sont liées au micro et au haut-parleur, comme l'assistant vocal ou les appels. On a l'ajout de la ligne d'arrivée virtuelle et du prédicteur de temps de course sur la course à pied. On a également un nouvel algorithme de la tolérance de course et de la charge d'impact aigu, également l'économie de course, et on a également la perte de vitesse à l'impact, ça c'est que pour la course à pied, et c'est également lié aux nouvelles métriques mesurées par la ceinture cardiaque Garmin HRM 600. Par contre, je vous préviens, elle vaut 160-170 €, c'est extrêmement cher, et est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas trop. On a l'ajout du tour automatique par la position et on peut maintenant obtenir des plans d'entraînement pour le triathlon. Ça, c'est plutôt chouette. Voilà toutes les différences avec la 965. Je vous donnerai mon avis à la fin. Rapidement sur le design, on est sur la continuité par rapport à la Forerunner 965. Donc une montre plutôt classe, sobre, passe-partout, qui est loin des designs baroudeuses des Phoenix, comme par exemple la Vertix 2S ici. Vous voyez, c'est deux designs complètement différents. Là, on a quelque chose de plus brut, qui fait outdoor. Là où ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, classieux, voilà, qui se portera, je pense, bien plus facilement. Là, vous pouvez voir la différence au niveau de la taille, alors que c'est les mêmes tailles d'écran, c'est du 1,4 pouces. Pareil au niveau de l'épaisseur, on est sur quelque chose de très différent également. Comme je vous l'ai dit, on a du saphir, du titane pour alors quand on dit déjà la lunette, voilà. Tout le reste, ici, c'est du plastique, avec les pattes qui sont intégrées au boîtier directement. Pareil à l'arrière, c'est du plastique, pas de titane, ça c'est dommage. Après, je trouve que c'est pas plus mal, parce que tout ce qui est métallique, comme le titane, je trouve que ça peut perturber tout simplement le signal GPS et avoir des petits problèmes de réception GPS. J'ai connu des montres qui étaient tout en métal quasiment. Alors certes, c'était classe, c'était sympa, mais lorsque le GPS est pourri, bon... j'ai envie de dire, on n'est pas contre du plastique qui laisse beaucoup plus facilement passer le signal GPS. On a le bracelet en caoutchouc. C'est dommage qu'ils ne proposent pas les bracelets en tissu Garmin pour leur Forerunner. Ce serait franchement chouette. Comme les Coro Space qui proposent la version avec bracelet en tissu. Comme la Vertix 2S qui, dans le packaging, propose soit le bracelet en tissu, soit le bracelet en caoutchouc. Là, pas le choix. Clairement, Garmin, prenez exemple par exemple sur Coros. Pour deux montres qui sont à peu près du même prix, bon, 750 € quoi, pourriez faire un petit effort sur le packaging. Enfin, du moins de ce qu'il y a à l'intérieur. On a cette petite plaque métallique avec Forerunner marqué dessus, qui est franchement fort sympathique, ça fait son petit effet, c'est franchement cool. Par contre, au niveau des boutons, niveau ressenti, c'est pas terrible, c'est des boutons en plastique. Alors, et ça fait comme la Phoenix 8, je sais pas, c'est un petit peu dur, c'est bizarre lorsqu'on appuie. Alors, moi j'appuie assez fort, donc ça s'enclenche facilement, c'est plutôt cool. Mais bon, clairement, pas les boutons où il y a le meilleur ressenti. Le clic est vraiment très léger. Et il est doublé par une vibration si jamais on l'active. Donc voilà, ça c'est pas plus mal. Ça reste toujours mieux que les Phoenix 8 où il n'y avait même pas de clic. Donc ça c'était encore pire je trouve. Donc voilà, on retrouve quelque chose d'un petit peu mieux, mais c'est un clic qui est vraiment très léger. Pareil au niveau du design, on a un écran qui est assez bord à bord. La lunette n'est pas trop grosse, du moins la bande noire à l'intérieur n'est pas trop grosse. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a les fonctionnalités des boutons, start, stop, back, lap, down, up et light. Ça c'est plutôt chouette. Pour résumer, on est sur une montre qui est très bien construite, très bien finie. J'ai pas grand chose à dire. Vu le prix, j'ai envie de dire encore heureux. Pour le design, ça c'est les goûts et les couleurs. À vous de voir si vous la trouvez moche ou belle. Chacun a des goûts différents, donc
Bon, c'est pas le plus important, j'ai envie de dire. Alors, on va rentrer un petit peu dans la montre, même si, bon, ça change pas d'habitude, hein. Alors, on a le rapport du soir. C'est la première fois que je le vois, donc on va voir ce que ça donne. Donc, le rapport de soirée. Donc, on a le petit bonsoir avec le fond d'écran étoilé pour rappeler que bah, on arrive sur la nuit, hein. Alors, est-ce que le focus veut bien faire? C'est bon. Avec la prochaine alarme qui sera à 7h30, donc l'alarme suivante, hein. Donc, pour moi, ce sera lundi. Demain on est dimanche donc ça va pas sonner, hein. On a tout simplement la journée que l'on a effectuée avec la séance de sport. Donc là c'est une séance de vélo de 58,83 km. Il faudrait qu'on récupère 32 heures avant la prochaine séance. Tout du moins la prochaine séance dure. Le nombre de pas effectués. Le body batterie à la fin de la journée, donc là il me reste 34 par exemple, donc 34 sur 100 je crois, donc 34% on peut dire. Les suggestions d'entraînement qui sont à venir, donc demain il me propose soit 30 minutes de course à pied, soit 1h30 de vélo. La prévision météo pour demain, donc vous voyez que là il prévoit de la pluie plus de l'orage, 18 degrés, un max à 23 et un minimum à 16. Lever du soleil à 6h25. Le coach du sommeil qui me recommande tout simplement 8 heures de sommeil pour avoir un sommeil complet. Je crois que d'ailleurs c'est moi qui ai programmé et qui ai dit que je voulais 8 heures de sommeil, du moins c'est mon objectif. Et bah, il est temps de se reposer, donc elle passe en mode nuit. Donc voici l'écran lorsqu'elle passe en mode nuit. Je vais essayer de la réveiller et de la sortir du mode nuit. Et voilà. Tac, c'est désactivé et voilà si la montre normalement comment elle doit être avec l'écran que j'ai paramétré. Comme d'habitude sur Garmin ça change pas, hein. Donc si on va vers le haut on a accès aux différentes notifications. Lorsqu'on va vers le bas eh bien on a accès aux différents widgets. Alors on peut plus faire de boucle comme avant où on pouvait tout simplement en allant vers le bas et continuer et en continuant vers le bas on retournait sur l'écran d'heure et si on allait vers le haut on allait vers la fin des widgets. Ça c'est plus possible. Donc là moi les widgets on peut y accéder qu'ici. Donc évidemment, le tactile marche, bien entendu. La première chose que je remarque lorsque je navigue dans la montre, c'est que tout simplement, l'interface a été fluidifiée. Ça marche mieux, je trouve, le tactile. Ça saccade moins, c'est plus fluide. Bref, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Donc moi, mes widgets, je les ai rangés par dossier. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. On a énormément de widgets et lorsqu'on les met tous ici, ça peut être très long. Donc voilà, moi j'ai fait un dossier entraînement, un dossier santé, où dans l'entraînement, j'ai mon statut d'entraînement, mon score d'endurance, préparation à l'entraînement, mon niveau en cyclisme, qui m'indique grimpeur d'ailleurs. Ça me fait bien rire parce que c'est pas du tout le cas. Ma dernière activité et mes minutes intensives. Dans le dossier santé, j'ai ma fréquence cardiaque, le score du sommeil, mon body battery, mon coach du sommeil, les siestes que j'ai effectuées, le statut de la VFC, le nombre de pas, l'oxymètre de pouls, donc voilà tout ce qui m'intéresse en soi. Dans l'outil planification, c'est là où je planifie, du moins c'est là où je regroupe tout ce qui est planifié en termes d'entraînement, de courses, donc principales et toutes mes courses. Bon là j'ai rien de planifié malheureusement parce que bah, aujourd'hui bah, j'ai plus rien, donc il faudra attendre demain. Et au niveau des courses, bah, j'ai rien de planifié. Pour l'instant, donc il faudrait donc que j'en planifie, que je puisse vous montrer ce qu'il est possible de faire, et franchement c'est super chouette, parce qu'on peut voir quand est la prochaine course, la météo qu'il va faire le jour de la course, le parcours si jamais vous l'avez renseigné, et ça ajuste complètement les séances d'entraînement, et ça fait quelque chose vraiment de très complet. D'ailleurs, j'ai une personne qui m'a demandé en commentaire de faire une vidéo dédiée là-dessus, donc je vous la ferai dès que j'aurai préparé cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et franchement, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de coach et qui ont du mal à se coacher tout seul, c'est vraiment un gros plus sur les montres Garmin. J'espère que Suunto et Coros vont très rapidement y passer. Il y a Polar qui le fait un petit peu, mais c'est pas aussi développé et complet que Garmin. Voilà, j'ai le widget météo qui est ici, donc c'est même un dossier hein, avec la météo, le compas, le lever et le coucher du soleil, le baromètre, la température et puis la lune, voilà, si jamais. Et mon petit Komoot pour tout simplement les itinéraires qui sont via Komoot. Komoot ou Komoot, je sais plus. Évidemment, on peut modifier tout ça. Ici, pareil, au niveau des modifications, on peut tout modifier sur la Garmin. Hein. Contrairement à la Coros, où c'est extrêmement simple, c'est limite juste, ça sert à se lancer nos séances de sport et à suivre nos séances de sport. Ici, sur la Garmin, on peut absolument tout
tout modifier, les profils sportifs, les écrans de données, les fonctionnalités, donc pour le tactile, pour les données à enregistrer, au niveau de la fréquence cardiaque, l'oxymètre de pouls, etc. Il y a vraiment, même toutes les zones de fréquence cardiaque, quelle zone choisir, les personnaliser s'il faut, et surtout que tout ce qui est modifiable, donc le tactile, l'affichage, l'always on, les zones cardio, on peut le faire pour toute la montre, ou alors choisir si on le modifie que pour les séances de sport, que pour la navigation dans la montre en dehors des séances de sport. On peut décider par exemple pour les zones cardio, ça peut être pour tous les sports, ou alors les zones cardio c'est pour tel ou tel sport, donc on peut tout simplement personnaliser les zones cardio par sport. Bref, vous voyez où je veux en venir, c'est vraiment hyper complet. Pareil, je vais pas aller dans tout le détail parce que on peut y passer des heures, vraiment. Donc, il faudra limite une vidéo détaillée. Donc, si jamais vous voulez une vidéo détaillée sur tout ce qu'il est possible de paramétrer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Rapidement, au niveau de la luminosité, je suis sur du 2/3. Hein. Donc, je peux mettre plus lumineux et je peux mettre moins lumineux. Je vais mettre moins parce que si je mets trop lumineux, ça va mal enregistrer au niveau de la caméra. Donc, vaut mieux que je mette moins lumineux. Voilà. Et il y a encore plein de choses. Hein. Alors, je vais vous montrer rapidement le CG pour vous montrer que ça marche plutôt pas mal, hein, ce petit truc. Tac, je vais serrer la montre. C'est parti, on va lancer le CG, donc on va aller tout en bas, hop, ça va être plus rapide comme ça. Donc, tac, là, il nous donne des messages pour nous dire comment réaliser un ECG dans les meilleures conditions. Hop, donc là, on va placer tout simplement son pouce et son index autour de l'anneau en titane. C'est parti, et normalement, voilà. Là, il va acquérir le signal, et pendant 30 secondes, il faut rester immobile et bien calme. Donc là, je suis en train de parler, c'est pas l'idéal. Normalement, il faudrait éviter de parler. Il faudrait être même assis, complètement bien détendu, ou voire même allongé. Donc là, je suis assis, mais je suis quand même tendu. Hein. Je me tiens le dos, parce que je suis pas complètement posé sur l'arrière de mon siège. Donc bon, voilà. Allez, plus que 5 secondes. On va attendre un petit peu, et on va voir ce que ça donne. Tac. Voilà, donc il me dit que c'est un rythme sinusal, 58 BPM en moyenne, et il nous dit que voilà, ça remplace pas un médecin. Si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit, allez voir un médecin, bien entendu. Voilà, grosso modo. Alors, pour la partie activité, ça se trouve ici, bien entendu, avec ici les activités que l'on aura mis en favori pour les trouver beaucoup plus rapidement. Et bien entendu, on peut modifier tout ça, hein, en ajouter ou en enlever. Par exemple, si je fais ça, je rappuie ici, je peux faire supprimer. Voilà, donc terminé. Et on a évidemment beaucoup plus de séances, hein, regroupées en différentes catégories. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Je ne vais pas tout vous les montrer parce que pareil, on peut y passer des heures. Sachez que pour ceux qui sont sur ma chaîne pour le roller, il y a la séance roller. Voilà, ça fait tout récemment, hein, que Garmin a rajouté comment on dit déjà, le profil sportif roller, voilà. Depuis les Phoenix 8, il me semble. Plus besoin de créer une séance de sport calquée sur le vélo ou la course à pied ou que sais-je, et tout simplement de nommer ça roller, on l'a directement. Lorsqu'on vient lancer une séance de sport, donc on a ici le récapitulatif avec la batterie restante, également le nombre d'heures que l'on va pouvoir faire avec la batterie actuelle, l'acquisition du GPS, on aura les capteurs qui seront connectés à la montre. Évidemment, comme je suis en intérieur, il ne va pas pouvoir acquérir le GPS. Sachez que lorsque j'ai lancé ma première séance de vélo, le GPS il l'a acquis très rapidement, donc pas de souci visiblement là-dessus. On aura les différents entraînements, et si on a tenté d'améliorer, donc c'est améliorer un score, un temps ou une vitesse par rapport à une ancienne activité. Voilà, donc c'est marqué là, ce qui peut être pas mal si jamais voilà, vous avez fait un circuit de 10 km, vous l'avez fait en temps de temps, et bien vous pouvez lancer ça, et ça va tout simplement vous créer une sorte de comme on dit déjà, d'adversaire virtuel, et vous pouvez voir en temps réel si vous êtes en avance ou en retard par rapport à votre ancien temps. Ça, c'est plutôt chouette. C'est évidemment ici qu'on va pouvoir gérer les différents parcours, du moins les itinéraires. Hein. On peut configurer le profil sportif, hein, si jamais on veut changer ses écrans de données, mettre des alarmes, changer le mode d'alimentation, hein, que vous avez ici, donc avec standard, prolongé, batterie max, précision max, le mode veste. Voilà, vous avez de quoi faire également. Et on peut changer également les paramètres de la montre si jamais il y a besoin. Donc on peut accéder aux écrans de données pour voir ce que ça donne si jamais on veut voir qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et on peut également, donc si on revient ici, alors ça c'est un truc qui est plutôt chouette. Ça doit être dans naviguer et ça doit être
ici, utiliser carte, définition d'itinéraire. Voilà, donc on peut choisir un itinéraire. Donc par exemple, je veux un itinéraire de 30 km. Hop, toutes les directions, nord, est, sud, ouest. Et il va tout simplement me créer un parcours. Ça, c'est plutôt chouette. Si jamais vous n'en avez pas créé et que vous voulez absolument suivre un itinéraire, eh bien Garmin peut vous en créer un. Ça, c'est vraiment cool. Et au niveau des écrans de données, donc voilà ce que j'ai mis pour le vélo. Hein. Donc j'ai mis mon premier écran ici avec la puissance, le cardio, avec toutes les zones présentes ici. Ça c'est plutôt cool. La distance, la vitesse. J'ai un autre écran avec le graphique de ma courbe cardiaque et le pourcentage de stamina restant. Ça peut être plutôt pratique, voilà, pour prévoir quand est-ce qu'on va être complètement HS. Ici j'ai un écran qui résume toute ma séance hein, avec mes moyennes en puissance, en fréquence cardiaque, en vitesse, mon effet aérobie et anaérobie de la séance, etc., etc. J'ai la carto qui est ici, avec mon itinéraire qui sera affiché, bien entendu, et le parcours que j'ai effectué précédemment. Hein. Si on veut naviguer, donc on appuie une fois et on vient avec le tactile, tout simplement, hop, naviguer dans la carte, voilà. En appuyant ici, on revient sur notre position actuelle. Ici, on peut zoomer et dézoomer sur la carte. Et lorsqu'on ne veut plus naviguer, on appuie sur le bouton Back et on peut de nouveau changer d'écran. Ouais, c'est plutôt simple, ça marche extrêmement bien. Et lorsqu'on a fini une séance de sport, je vais vous montrer ça. Hop, donc je vais aller dans mon onglet entraînement, dernière activité de vélo, hop, alors il y a un petit temps de chargement qui est plutôt long, hein. Ça c'est un petit peu chiant, donc on a le parcours que l'on a effectué, hein. La distance, le temps, la vitesse moyenne, et si on défile, on a les courbes de puissance, bien entendu, si jamais vous avez un capteur de puissance, les courbes de vitesse, les courbes de fréquence cardiaque, juste ici, on a l'altitude avec la courbe également, la zone de fréquence cardiaque avec le temps passé et le pourcentage des différentes zones, le score d'exécution qui nous indique si on a bien réalisé la séance ou non, le training effect avec l'effet aérobie, anaérobie, quel type d'entraînement on a fait, donc là il estime que j'ai fait un entraînement au tempo, et la charge d'entraînement, et c'est à peu près tout. Hein. Et rapidement pour terminer, juste vous montrer un peu la puissance de l'éclairage, hein, qui est plutôt pas mal. Hein. Là je suis sur un niveau de 3 sur 5, donc là je suis au max, là je peux me mettre au minimum ou mettre en rouge, si jamais vous avez besoin de mettre rouge, je sais pas pourquoi. Et je sais qu'on peut activer un effet clignotant pour lorsqu'on court par exemple, et être bien vu par les voitures, mais je sais plus comment on l'active cet effet clignotant. Hop, double clic pour la désactiver, et voilà. J'ai à peu près tout dit sur la montre, hein. Je pense que déjà j'y ai passé encore pas mal de temps. Rapidement sur l'application Garmin Connect, c'est simple, hein. On a tout ce qu'on a sur la montre, mais en un petit peu plus complet. Donc par exemple la séance de sport, on aura un petit peu plus de données, et encore pas grand chose de plus, hein, très clairement. Si le focus veut bien se faire, voilà, je vais l'ouvrir en grand d'ailleurs, je vais en profiter d'avoir ce téléphone là pour vous afficher les choses un petit peu plus facilement, donc voilà, avec les statistiques qui sont ici, les temps autour avec voilà, un petit peu plus de données, hein, mais pas grand chose de plus non plus. On a les graphiques qui sont ici, si jamais vous en avez besoin, et les équipements qui étaient connectés au moment de la séance. Et pareil, hein, si vous allez sur la montre, donc c'est ici que vous pourrez lancer les mises à jour, et également c'est ici que vous pouvez tout paramétrer comme sur la montre. Hein. Donc là vous avez tout simplement le menu paramètres comme vous l'avez sur la montre, avec tous les trucs que l'on peut paramétrer. Voilà. Donc c'est exactement la même chose, c'est la même réplication que ce qu'il y a sur la montre. Peut être fait soit via le téléphone, soit via la montre. Donc comme je l'ai dit avec Coros, il y a un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est que si vous n'avez pas de téléphone sur vous, eh bien vous pouvez quand même faire des modifs, vous ne serez pas bloqué, ça c'est chouette. Par contre, ça complexifie beaucoup plus la montre. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Ok, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement analyser la première trace GPS que j'ai, ainsi que la première courbe de fréquence cardiaque avec une comparaison avec la ceinture cardiaque Garmin HRM Pro pour voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite sur le PC. Et nous voici donc sur la partie graphique de la fréquence cardiaque. Donc en orange, on aura la Garmin Forerunner 970 avec le cardio optique, donc le cardio qui a été mesuré à la montre. Et la courbe bleue, c'est la Coros Vertix 2S avec comme cardio l'HRM Pro, donc la ceinture cardiaque de chez Garmin. Et du coup, vous pouvez voir que globalement, sur une séance de vélo qui a duré 1h53, eh bien on a vraiment
une courbe qui est quasi parfaite, bien qu'il n'y a que quelques endroits on a des écarts et en général c'est quasiment sur le même scénario, c'est-à-dire là où on a des descentes de cardio, donc notamment dans les descentes où je descends au niveau du cardio, et bien en général la montre ne suit pas. Vous voyez déjà là il y a un sacré écart, pareil ici on voit un écart, pareil ici, là il est un petit peu plus léger mais on en voit là, pareil ici, ici on a un tout petit écart, là ça va encore, là on a un gros écart, là quand même on a un gros écart. Et ce qui est assez fou, c'est que pour autant, lorsque le cardio remonte, eh bien elle recolle directement. Pareil, il y a une baisse là, eh bien elle l'a pas, mais dès que ça remonte, pouf, elle colle. Et sur les grosses descentes, tout de même, bah elle suit. Comme on peut voir là, ça descend. Donc là, ça remonte directement, ça suit plutôt pas mal. Pareil, quand ça descend, pouf, ça descend. On voit clairement qu'il y a un tout petit décalage entre la ceinture et la montre. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est comme tous les cardio optiques, on a toujours un petit temps de latence quand il y a un gros changement de fréquence cardiaque. Encore que là, ça va. Mais comme vous pouvez voir, dès que ça monte, pouf, ça monte. Et dès que ça redescend, pouf, ça redescend. Mais je ne sais pas pourquoi, elle va jamais au bout de la descente. Est-ce que c'est le vélo? Je ne pense pas. Que lorsque j'ai vu lors des premiers tests, c'est que la 970, elle a du mal sur le vélo de route. Et les courbes que j'ai pu voir sont beaucoup plus dégueulasses que celle-ci. Celle-ci, franchement, elle est plutôt propre par rapport à ce que j'ai observé. Je pense qu'elle apprécie plutôt pas mal mon poignet, la montre, pour mesurer le pouls. Même si, encore une fois, on a ces petites baisses. Si on regarde au niveau des pointes, eh bien, il y a quasiment pas d'écart. Là, on peut voir que sur chaque montée, on colle quasi parfaitement. Il y a ici où elle est montée peut-être à un battement par minute de trop. Pareil, ici, elle est montée un poil trop haut, mais c'est pas grand-chose. Ici, par contre, elle l'a loupé. Et pareil, de pas grand-chose. Ça doit être un écart de 2 ou 3 BPM grand max. Donc globalement, c'est une très bonne séance. Si on regarde l'écart moyen, c'est moins d'un battement par minute, qui est très bon. Au niveau de l'écart maximum, c'est 16 battements par minute. À mon avis, c'est ici que l'on a eu les 16 battements par minute, parce que l'écart est énorme ici. Et si on regarde le score global, on est à 90% collé à la ceinture cardiaque. Ce qui est pas trop mal, je trouve. Ça aurait été mieux qu'on soit proche des 95%. On a quand même 10% du temps où elle ne colle pas à la ceinture cardiaque. Mais bon, quand on regarde l'écart moyen, on peut relativiser. On peut voir que c'est dû avec ces gros écarts, à ces gros écarts qui sont là, qui est quand même franchement propre, je trouve. Rapidement, pour la fréquence cardiaque moyenne, les deux ont été mesurés à 142, que ce soit la ceinture ou la montre. Ça, c'est pas mal. Et pour ce qui est de la fréquence cardiaque maximale, la ceinture a mesuré 171 max et la montre a mesuré 172 max. Donc un écart de 1 battement par minute, qui est franchement très correct également. Alors, dernière petite précision, pour essayer de pousser le cardio optique dans ces derniers retranchements sur cette séance. À la fin, j'ai fait deux grosses accélérations. Une en montée, ici, qui a été très bien suivie. Problème. Franchement surpris d'ailleurs. Et j'ai fait également un très gros sprint où je suis parti quasi à l'arrêt et d'un coup, je suis parti sur un sprint d'une dizaine de secondes. Et on peut voir ici qu'il est là très très bien collé. Très surpris également. Donc ça promet du très très bon pour les séances de sprint ou le fractio très court. Donc bien entendu, je vais mesurer et tester tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Strava pour être au courant des premiers résultats. Et on va maintenant passer à la précision GPS. Alors rapidement, ce graphique, ça montre tout simplement l'évolution de la distance, donc l'accumulation de la distance au fil du temps entre la Vertix 2S et la 970. À savoir que la Vertix 2S a enregistré une séance de 58,89 km et la 970 a enregistré une distance de 58,84 km. À savoir que cette différence peut s'expliquer par le fait que la Garmin avait l'auto-stop d'activer. Donc, dès que je m'arrêtais, la montre s'arrêtait. Et la Coros Vertix 2S ne l'avait pas d'activer. Ce qui fait que lorsque je redémarrais, eh bien, j'arrivais pas à redémarrer exactement au même moment. Et également, lorsque j'ai arrêté la séance, j'ai arrêté la séance de la Coros Vertix 2S juste après la Garmin. Ce qui fait que ça peut expliquer que la Vertix 2S a enregistré un petit peu plus de mètres que la 970. Mais on a quand même deux résultats très proches. Et on peut voir que la courbe se superpose du début jusqu'à la fin. Voilà, il n'y a pas eu de décalage ou quoi que ce soit, donc c'est excellent. On peut dire que les deux montres ont un capteur GPS qui est
excellents, précis en tout cas, et qui se valent pour cette séance. Et si on regarde dans le détail, alors rapidement, la trace verte c'est la Garmin 970 et la trace rouge c'est la Vertix 2S. Donc on va comparer un petit peu les deux traces, hein, mais dans les deux cas c'est très propre, hein, avec un début qui est très bien, pas grand chose à dire, juste la Vertix 2S m'envoie un petit peu dans les bâtiments ici, contrairement à la 970, et c'est normal que je passe ici, c'est parce qu'il y a des travaux, je suis obligé de décaler là, donc la 970 a très bien pris le truc. Ensuite, ça revient très rapidement. Et comme d'habitude, hein, en ligne droite, on voit que c'est très bon. Juste là, le rond-point est mieux pris par la 970 que la Vertix 2S. Voilà, mais c'est un petit point de détail. Après, c'est pas grand-chose, hein. On peut voir que ça crée pas du tout d'écart sur la distance, hein. Mais on peut voir en fait que la Vertix 2S a un léger décalage sur les courbes. Donc là, on voit que la 970 colle parfaitement au rond-point, là où la Vertix 2S a un petit décalage sur la courbe, mais c'est pas grand chose encore une fois, hein. Là pareil pour le rond-point, avantage à 970. Après c'est de la ligne droite, donc c'est très bon, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais laisser un petit peu la carte se rafraîchir. On voit rapidement dans des petits villages, donc par exemple ici où ça suit très bien les routes, pas de problème. La 970 encore une fois gère mieux que la Vertix 2S ici qui elle m'envoie dans les bâtiments. Hop, là on a un petit décalage de la 970, mais on reste sur la route. Là, on passe un petit peu sur le trottoir et la Vertix 2S va un petit peu trop à gauche. Mais bon, c'est très léger. Encore une fois, ça, vous pouvez voir que ça ne génère pas de décalage dans la distance parcourue. Donc là, pareil, rien à dire. La traversée de l'autoroute se fait très bien. Pas de problème. Prochain village qui va être ici, où c'est de la ligne droite, hein, donc pas grand chose à dire. Ça se fait très bien. Sur le prochain village où on passe dans des toutes petites rues, eh bien, ça se passe très bien. Voilà, donc la 970 est toujours un petit peu plus réaliste sur les courbes, hein. Vous voyez que là, elle raccroche plutôt bien la route, hein, surtout que j'étais passé ici à gauche, donc franchement propre. Là où la Vertix 2S m'envoie dans le mur, hein, mais encore une fois, la Vertix 2S a été en GPS seul, hein, pas en double fréquence, donc il faudrait que je la mette en double fréquence pour la prochaine fois. Peut-être qu'elle n'aura pas fait ces écarts, mais sinon très propre la 970, j'ai rien à dire. Et si on regarde en pleine ville à Laval, on va regarder juste ici, tac. Donc là j'ai commencé à prendre des petites rues, mais bon, rien à dire. Ça se passe très bien, je suis bien du côté droit de la route. La Vertix 2S qui m'envoie un petit peu trop à gauche encore une fois, là où la 970 reste bien à droite. Si on regarde dans les petites rues ici, en général c'est compliqué pour les montres, et on voit que pour les deux, c'est un poil compliqué. Là la Vertix 2S m'envoie dans le mur, la 970 est un petit peu plus proche de la route. Ici le changement se fait mieux pour la 970 que la Vertix 2S. Par contre là c'est la 970 qui m'envoie dans les bâtiments et qui loupe la sortie ici, là où la Vertix 2S n'a pas loupé la sortie. Voilà, donc avantage de la Vertix 2S. Il faut bien de temps en temps quand même. Et après, voilà, elle reprend très bien la route, pas de problème. Ici, la Vertix 2S me renvoie de nouveau dans les bâtiments, là où la 970 est bien plus réaliste sur la trajectoire que j'ai pris. Et là également, elle a capté la déviation que j'ai fait pour doubler une voiture. Je savais pas si elle allait à gauche ou à droite. Et ce qui fait qu'au dernier moment, hop, gros décalage et elle l'a capté. Ça plutôt cool. Après voilà, pas grand chose à dire. Le pont se passe très bien pour les deux montres, même si là la Vertix 2S est un peu trop à droite, la 970 un petit peu trop à gauche et m'envoie limite dans l'eau. Et après voilà, ça reprend rapidement. Toujours à l'avantage hein, globalement de la 970 par rapport à la Vertix 2S, mais elle est en GPS seule. Même si je pense qu'avec le Salt IQ, la plupart du temps, je pense que la 970 était en GPS seule. Et voilà, c'est terminé. Comme je vous ai dit, hein, la 970, je l'ai arrêté... Ah non, c'est la Vertix 2S que j'avais arrêté avant la 970, pardon. J'avais dit une bêtise. Mais bon, pour toutes les fois où je me suis arrêté, hein, ici je me suis arrêté également ici, je me suis arrêté également, hop, ici, et à chaque fois, la 970, je l'ai redémarré après. C'est pas non plus grand chose. Vous pouvez voir que globalement, c'est un grand oui pour commencer ce tracé GPS. Mais encore une fois, il faut voir si dans le temps, eh bien, ça se répète, si la puce GPS est fiable.
et je tenterai évidemment des parcours qui vont compliquer un petit peu et mettre à mal la puce GPS pour voir jusqu'où elle peut aller. Et voilà, je vais terminer avec mon premier avis et mes premières impressions sur cette montre. Montre vendue encore une fois à 750 €. Si on parle juste de la montre, bon, je pense que ça va être une excellente montre avec une excellente précision GPS. Ça, je me fais pas trop de soucis. Au niveau de la précision du cardio, ça a l'air d'être excellent. Mais encore une fois, ça peut varier suivant les peaux, ça peut varier suivant les poignets. Bref, ce sont des résultats qui ne seront pas forcément reproduits sur votre poignet. Donc, très attention à ça. C'est pas parce que moi j'ai d'excellents résultats que ce sera le cas pour vous. Et inversement, c'est pas parce que j'ai des mauvais résultats que ce sera forcément mauvais sur votre poignet. Ça, malheureusement, c'est compliqué à certifier si oui ou non un cardio optique est excellent, notamment pour tous les poignets. Pareil, au niveau des fonctionnalités, on a tout hérité des Fenix 8. Donc clairement, on est sur quelque chose d'ultra complet. Cette montre peut absolument tout faire. Il va rien lui manquer. Niveau hardware, pareil, on se rapproche énormément des Fenix. Un verre en saphir, une lunette en titane. On a tout simplement la lumière qui est ici, avec donc la lampe torche. On a le micro et le haut-parleur. Il manquerait plus qu'on ait tout simplement le LTE, comme la 955 l'a eu sur une certaine version. Et là, on serait au top du top. Je comprends pas pourquoi Garmin n'a pas reproduit le LTE. C'est vraiment pratique, notamment pour le live track, où là, pour le coup, on n'a pas du tout besoin d'emmener son smartphone. Et même si on veut envoyer un message, un SOS, et qu'on n'a pas son téléphone, bah c'est juste trop pratique, quoi. Donc je sais pas ce qu'attend Garmin pour relancer une version LTE. Est-ce que c'est parce que le modèle n'avait pas trop marché? Franchement, je sais pas et j'ai vraiment des doutes là-dessus. Donc la montre en tant que telle, oui, elle est vraiment excellente, très bien construite, très bien finie, hardware au top, software, beaucoup de fonctionnalités. L'OS d'ailleurs a l'air d'être mieux travaillé, plus fluide, plus réactif, moins saccadé. Espérons qu'il y ait moins de bugs également, parce que vraiment la Fenix 8 c'était le pompon au niveau bug, c'est clairement saoulant en fait, notamment quand on regarde le prix à laquelle est vendue la montre, ça fait pleurer quand même. Donc croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème. Là j'en ai pas eu, mais bon, je l'ai eu que même pas 24 heures, on va attendre. L'autonomie, je vais pas pouvoir vous en dire plus, en plus j'ai oublié de regarder combien de pourcentage de batterie j'avais perdu en 1h53, donc je suis désolé. Je vous mettrai en commentaire la prochaine fois que je fais une séance combien de pourcentage j'ai perdu en temps d'heure, en SaltaQ, en Always On et la luminosité de l'écran en 2/3. Voilà, je vous rappellerai tout ça dans le commentaire épinglé. Et au niveau de l'affichage, maintenant, on peut dire que l'OLED, c'est excellent la nuit, mais c'est également excellent le jour. Je pense qu'on est arrivé à un niveau où le translectif a perdu tout simplement ce qui lui faisait sa force, c'est-à-dire sa visibilité en pleine journée. Là, j'ai fait du vélo en plein soleil, en plein milieu d'après-midi. Je n'ai pas du tout été gêné pour lire l'heure, malgré que j'avais des lunettes sur les yeux. Donc voilà, autant dire que de nuit, cette montre, tout simplement, elle sera largement supérieure à du translectif. Maintenant, mis à part tout ça, certes, elle est excellente, 750 €. Le problème, c'est qu'on a des 965 à 550 €, je crois, qui a quasiment toutes les mêmes fonctionnalités. Je vous ramène au début pour voir les différences. Et au vu des différences, est-ce que ça vaut le coup? On a la même autonomie. Je pense qu'on va avoir à peu près les mêmes qualités d'enregistrement GPS et cardio, parce que la 965 était déjà excellente là-dessus. On a la même taille d'écran, c'est juste qu'on n'a pas le saphir ni le titane, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser beaucoup plus pour juste avoir du saphir et du titane? Je ne sais pas. Les fonctionnalités supplémentaires, est-ce que vraiment on en a besoin? Je ne sais pas, il y en a certaines qui sont vraiment intéressantes, notamment pour ceux qui font de la course à pied, mais si jamais vous ne faites pas que de la course à pied ou très peu de course à pied, que votre activité principale se trouve ailleurs que la course à pied, clairement les nouveautés software ne valent pas du tout le coup. Et on a également des 955. Si jamais l'OLED, ça vous tente pas, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'OLED, eh bien, la 955, et d'ailleurs la version Solar, eh bien, on l'a en translectif et on l'a à 420 €. Donc 200 € moins cher pour une 965, plus de 300 € moins cher pour une 955.
La 955 qui a également une excellente qualité d'enregistrement GPS. Au niveau du cardio optique, ça sera moins bon, mais bon, ça peut toujours dépanner. Et même sur des cardio optiques aussi performants en général, on met des ceintures. Moi notamment, je mets des ceintures par exemple, parce que j'ai trop peur que ça foire. Et étant donné que toutes les données que Garmin nous sort pour le score d'entraînement, le statut d'entraînement, etc., ça prend en compte les données de cardio, autant qu'elles soient les plus précises possibles. Donc voilà, hein. Pour 300 € de moins, vous avez de quoi acheter une belle ceinture cardiaque. Certes, elle se retrouve moins chère que des Fenix 8, là où, en fait, les Fenix 8, clairement, quelles sont les différences, à part le design? Quasiment aucune, hein. Peut-être l'autonomie qui sera supérieure sur les Fenix 8, mais c'est tout, quoi. Supérieure de combien? Pas d'énormément non plus. Donc à part si vous faites des courses qui durent plus de 15 heures, ça vaudra pas le coup de passer sur une Fenix 8. Sauf si vous adorez vraiment le design des Fenix 8, beaucoup plus qu'une Forerunner 970. Mais bon, dépenser beaucoup plus cher pour juste une gueule sur une montre. Bon, voilà. Très compliqué, je trouve, cette montre à recommander pour l'instant, parce que vraiment 750 €, ça fait vraiment mal. Encore une fois, si on préfère les Forerunner au Fenix, eh bien, on a la 965, si jamais vous voulez de l'écran OLED, qui fera largement l'affaire, pour 200 € de moins cher. Si jamais vous voulez pas du tout d'OLED, mais du translectif, vous avez la 955, qui sera plus de 300 € moins cher. Les seuls cas de figure où je vous conseille vraiment la 970, c'est si jamais vous avez budget illimité, vous vous en foutez en fait de dépenser 750 € parce que pour vous, vous pouvez largement le faire et que vous voulez la dernière montre avec les dernières nouveautés, etc. Vous pouvez partir sur la 970. Si jamais les nouvelles métriques ou les nouveaux algos ou les nouvelles fonctionnalités vous sont vraiment indispensables sur la 970, ça peut justifier le fait de passer à la 970. Mais bon, si vous venez d'une 965, ça vaut pas du tout le coup. Et si vous venez d'une 955, peut-être que ça peut valoir le coup, mais c'est franchement très limité, je trouve. Et si niveau budget, vous avez de quoi mettre 750 €, 800 €, mais guère plus, et qu'à la base vous vouliez acheter une ceinture cardiaque, celle-ci a l'air d'être prometteuse au niveau du cardio optique. Si jamais vous voulez absolument le dernier modèle sorti parce que vous voulez investir sur du long terme, garder cette montre le plus longtemps possible, évidemment que la 970 peut être choisie, parce que ça veut dire qu'elle recevra bien plus de mises à jour que la 965, qu'elle recevra plus de nouveautés que la 965, qui elle s'arrêtera forcément quelques années plus tôt, mais c'est tout. Dans les autres cas, je vous recommande plus la 965. Si jamais vous voulez voir mon avis sur la 965, j'ai mis la vidéo récemment sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, ce sera tout pour cette première vidéo, première présentation qui va durer encore un certain moment. Je suis désolé, mais j'essaie d'être le plus complet possible en étant le plus concis possible, mais c'est compliqué, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces montres Garmin. Et à chaque fois, je passe pas mal de choses, hein. Je pourrais y passer encore des heures. Si jamais vous avez des questions sur cette montre, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si jamais la vidéo vous a plu, et notamment avec ces nouveaux graphiques que je vous propose et ces comparaisons, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et si jamais vous avez des suggestions pour améliorer encore tout ça, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo et la chaîne. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Qu'est-ce que ça va être comme vidéo? Je ne sais pas parce que à chaque fois je change tous mes plans, bordel.